Merci à tout le monde d'être là. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici à l'Université de Montréal. Alors, on va commencer et puis je vais vous lancer une invitation en fait à nos panélistes. Le défi, c'était de parler d'Haïti, des perspectives sur la crise en Haïti. Par contre, je constate depuis un bon nombre d'années qu'on a tendance à parler d'Haïti toujours de la même façon, notamment en termes de crise, en termes des problèmes, en termes des difficultés et des défis. Alors, j'aimerais inviter chaque personne, soit basée sur vos recherches, vos expériences, vos perspectives d'avenir, comment on peut parler autrement d'Haïti en ne pas disant simplement qu'est-ce qu'on entend toujours, qu'est-ce qu'on voit aux nouvelles, qu'est-ce qu'on se dit entre nous, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Haïti dans son sens large pour comprendre la situation, mais qu'on ne dit pas peut-être assez souvent. Alors, on va commencer avec Mme Ismé. Comment comprendre la situation en Haïti, mais peut-être différemment? Qu'est-ce qui n'est pas dit? Méchante question. Déjà, je pourrais dire que moi, il y a une chose qui me choque à chaque fois qu'on entend parler d'Haïti, il faut qu'on ajoute le pays le plus pauvre du monde. Ok, on sait ça déjà, on n'arrête pas de répéter ça. C'est comme accoler au mot d'Haïti. Mais est-ce qu'on peut dire Haïti et puis point? On dit pas, je sais pas quel pays le plus riche du monde. On dit pas ça quand on parle des pays les plus riches. Donc, arrêtez là. Disons Haïti tout court. Donc, il y a ça, bon. Plus sérieusement, je pense que on parle souvent d'Haïti en termes de crise, en effet, en termes de bouleversement, en termes de chaos. Et il y a une bonne part de vérité, effectivement. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est pourquoi. Et ça, je sais que mon collègue Franz, en tant qu'historien, va probablement être plus s'étaler là-dessus. Mais je tiens quand même à souligner que les problèmes d'Haïti, pour moi, il y a un double défi qui est conjoncturel, un défi qui est plus structurel. Et le défi conjoncturel découle des défis structurels. Donc, c'est pas par hasard qu'on se retrouve à ce carrefour dans ces problèmes-là maintenant. Et ces problèmes ne datent pas. C'est pas dans les 5 dernières années, dans les 10 dernières années que ces problèmes-là surgissent. Mais c'est maintenant qu'on s'intéresse un peu, mais même pas beaucoup, parce que même dans la presse, on n'entend pas vraiment ce qui se passe réellement à l'intérieur du pays. Donc, pour moi, il y a le fait que Haïti, je vais à la racine du problème, a été et est encore un pays dominé, en fait, dans mon vernaculaire à moi. C'est-à-dire que c'est un pays qui est toujours sous contrôle de l'extérieur. Et ça, on peut remonter très loin, et je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais soulignons que depuis l'occupation américaine, en fait, je ne remonte même pas à l'esclavage, on pourrait remonter dès la naissance de ce pays-là, comment tout a été mis en place pour que cette jeune nation ne puisse pas se relever. Déjà, la fameuse dette de l'indépendance qu'on a payée jusqu'en 1952, une nation qui vient qui sort d'une guerre, une grosse guerre, une guerre intense, qui est obligée de payer sa victoire. C'est la première fois que j'entends ça dans l'histoire. Je sais pas, en tout cas, peut-être Fanfan va me dire que non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, moi, de mes petites connaissances, c'est la première fois que j'entends ça, que les vainqueurs payent les vaincus du fait qu'ils ont gagné une guerre. Donc, bref, déjà, c'était tout le PIB du pays qui s'en allait là. Donc, ça augure pas bien pour une jeune nation. Donc, nonobstant ça, on a quand même pu cheminer. Bon, bref, on arrive avec l'occupation américaine qui vient déstructurer déjà. La déstructuration qu'on voit là a commencé déjà depuis 1915. Et maintenant, après, on a eu toutes sortes de turbulences. Et si on vient à ce qui nous intéresse maintenant, la crise contemporaine, elle commence déjà aussi depuis 2010, où on nous impose vraiment par des élections qui étaient contrôlées par la communauté dite internationale, et qui nous impose un président, et après on a un autre président, on n'est pas trop sûr s'il a gagné ou pas, et ce président-là va être assassiné de manière horrible et vraiment dans des circonstances tragiques. Et à date, on sait c'est qui, c'est quoi, on comprend pas trop, on arrête des personnes par-ci par-là, mais on n'a pas les réponses. Pourquoi? Et depuis 2018, en fait, le pays est en crise.
2018 du fait que il y a la corruption. Bon, ça c'est interne. Alors, je suis pas en train de dire que tout ce qui se passe mal en Haïti dépend de l'externe. Oui, on a aussi, comme tout pays, en fait, on a tendance à analyser Haïti, c'est ce que on ne dirait pas, comme si c'était une formation sociale à part. Non, mais dans aucun pays au monde, dans tous les pays sur la Terre, il y a des formations sociales où il y a une fraction de... Les gens ne s'entendent pas sur tout ce qui se passe. On nous demande de nous entendre. C'est la grande famille unie, ça n'existe nulle part sur la Terre. Qu'il y a une grande famille unie, il y a toujours des divergences, y compris ici. Donc, c'est normal qu'il y en a aussi. Et il y a des intérêts aussi divergents et distincts à l'intérieur des pays. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'il faut nommer. Donc, il y a ce qu'on appelle chez nous l'oligarchie et la bourgeoisie haïtienne qui a des intérêts qui sont pas forcément les mêmes intérêts que la majorité de la population et qui se retrouvent parfois en collusion même surtout avec les intérêts de la majorité de la population, mais qui parfois sont en synergie avec les intérêts des pays qui dominent Haïti. Donc, ça aussi, c'est une donnée dont on ne parle pas. Si on veut bien comprendre ce qui se passe en Haïti, il faut d'abord partir sur ces prémices-là. Et de ce fait, Haïti, donc il y a toute cette gabegie administrative, la corruption, pour bien dire. Et donc, en 2018, c'est les jeunes qui ont démarré ça par rapport à toute la question de Petro-Caribé. Bon, on n'a pas le temps, je rentre pas là-dedans, c'est toute une histoire. Et justement, en demandant des comptes aux personnes qui dirigent, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent. Et là, ça a été un gouvernement, malheureusement, feu Jovenel Moïse, très contesté, où il y a eu beaucoup de manifestations, etc., mais qui a toujours eu le support, justement, de l'interne, de nos amis, entre guillemets, moi je mets toujours un guillemets, de l'international. Et Jovenel Moïse va être décidé dans des conditions qu'on sait, très tragiques. Là, on n'a pas un gouvernement. Il y a un tweet du Core Group, le Core Group qui est un consortium de diplomates de différents pays. Bon, je ne sais pas si je dois expliquer, dans la France, machin, etc. Ils sont tout un... OK? Et qui nous impose l'actuel Premier ministre sans consultation aucune des Haïtiens et des Haïtiennes. Alors, voilà, donc c'est un gouvernement totalement inconstitutionnel, illégitime, tous les mots que vous voulez associer à ça, en termes de légitimité. Et donc c'est certain que ça va pas résoudre la crise dont on parle. Et cette question actuelle qui fait l'actualité, on parle que de l'insécurité, pour venir au nœud du problème. Mais cette insécurité-là aussi date de quelques années. Et ça a commencé avec les gouvernements précédents, mais ça s'est empiré, ça s'est exacerbé ces jours-ci, et justement à un point où, pour ne même pas caricatural, il y a certains Haïtiens vont vous dire que l'espérance de vie d'un Haïtien ou d'une Haïtienne est de 24 heures renouvelable. C'est difficile à dire. Alors, je vous dis que moi, je suis pas venue ici en tant qu'experte, je suis désolée, je suis venue ici en tant qu'Haïtienne, et je parle de ce que j'entends de ma communauté aussi, et de mon cœur aussi. Donc, voilà, je suis très claire avec vous. Donc, c'est difficile, et donc, ça fait en sorte que il n'y a aucune institution qui fonctionne. Mais en même temps, peut-être ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est un peuple qui est aussi en lutte. C'est pas comme quoi tout le monde est dans la fatalité, on est là, on se cache à la maison, on veut pas que les gangs nous prennent. Non. Il y a aussi des franges de la population il y a des initiatives qui se font, particulièrement dans les provinces, dans les campagnes, où les gens, il y a des communautés qui essayent de faire de l'agriculture, de mettre en place ce qu'ils appellent des communautés, ce que vous appelez des éco-villages, que nous appelons des écoles à coups, donc plein de choses. Il y a des initiatives de femmes. On n'en parle pas beaucoup des femmes. Peut-être là, c'est une question que j'aimerais amener. Puis les femmes qui sont parmi celles qui sont les plus victimes de cette crise, et particulièrement de l'insécurité. Vu que quand elles se font kidnapper, elles vont connaître aussi le viol, et parfois le viol collectif. Bon, c'est un peu lourd, mais si vous voulez savoir la vérité, il faut le dire. Et ça amène à une couche de plus à la lourdeur, à tout ce que doivent vivre les femmes. Il faut comprendre aussi que, particulièrement dans les campagnes, c'est les femmes qui s'occupent à écouler les produits dans les marchés. Donc, là, ce qui fait en sorte toute l'autonomie des femmes, toute la chaîne de production déjà est arrêtée, ce qui va
avoir une incidence sur toute la question alimentaire, etc. Mais les femmes aussi, perdent un peu de leur pouvoir, de leur empowerment, vu que elles ne peuvent plus aller au marché pour aller écouler les produits de ce qui rapportait un peu d'argent, qui les rendait autonomes. Elles sont aussi isolées parce qu'elles ne se déplacent plus. Donc, par peur d'être violées ou de se faire voler leur petit commerce. Et si elles osent, parce qu'il y en a qui vont quand même oser, pas parce qu'elles sont plus vaillantes que d'autres, mais parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est une question de survie. Et là, elles vont se faire violer et voler en même temps. Donc, il y a toutes ces questions-là, je pense qu'on ne parle pas. Mais bon, il y a aussi faut le dire, moi j'ai aussi parlé du positif, il y a des organisations de femmes qui sont là, qui sont en lutte, des organisations de femmes paysannes surtout, qui sont là, qui sont en lutte. Donc, je ne sais pas combien de temps j'avais, j'essaie de dire, je ne vais pas tout dire. Voilà, et vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on ne dit pas, c'est tout ça qu'on ne dit pas. En fait, ça nous fait vraiment un survol formidable de beaucoup d'enjeux. Moi, je retiens beaucoup la question de ne pas voir Haïti comme une exception ou bien une aberration ou un endroit qui est à part ou différent, mais un endroit qui est intégré dans le monde, un endroit qui fait partie de tous les mouvements mondiaux du passé et contemporain. On va passer maintenant à Thomas Druette. Qu'est-ce qu'on ne dit pas assez d'Haïti? Peut-être en vous appuyant sur vos recherches, des choses qui sont pas nécessairement visibles, mais importantes pour comprendre la situation. Oui, absolument. Merci beaucoup. Il y a déjà beaucoup qui a été dit en l'espace de quelques minutes. Je pense que la table est très très bien dressée. La crise en Haïti, c'est un enjeu, une situation très complexe, qui demande beaucoup de nuances. Et malheureusement, on ne peut pas aller aussi loin qu'on aimerait, aller dans la nuance, mais je pense que c'est un peu ça le but aujourd'hui, c'est d'approfondir, puis essayer de comprendre les causes vraiment structurelles de cette crise-là. Je vais essayer de déconstruire un petit peu le terme de crise. C'est pas une crise, et j'ai envie d'être peut-être un peu choquant en disant ça. Pourquoi je conçois pas ça exactement comme une crise? D'abord, c'est pas une seule crise, et ça, je pense que Mme Isley vient de le dire de façon éclatante. C'est une polycrise. Il y a une crise sociale, il y a une crise politique, il y a une crise sécuritaire, dont on parle beaucoup actuellement, mais il y a une crise alimentaire, avec 45% de la population qui est en insécurité alimentaire aiguë actuellement. Il y a une crise humanitaire. Depuis le début de l'année, certainement, il y a eu des milliers de meurtres, de viols, d'exactions en tout genre, d'enlèvements. Il y a vraiment une situation très très problématique au niveau humanitaire. C'est une crise sanitaire. Après 3 ans, 100 cas de choléra qui avaient été recensés. Malheureusement, l'épidémie a repris et on est à, je pense, 60 000 personnes qui ont été infectées par le vibrion du choléra au cours des derniers mois en Haïti. Donc c'est une des plus grandes crises sanitaires dans le monde au niveau d'Haïti. C'est une crise environnementale. On en parle un petit peu moins ces derniers jours, ces dernières semaines. Mais c'est une crise profondément environnementale. Haïti est marqué par une déforestation, un appauvrissement des sols. Et on voit les changements climatiques qui frappent de plein fouet ce pays-là, avec des inondations à répétition, avec des ouragans de plus en plus sévères, etc. Donc c'est une polycrise. Certainement. Mais c'est pas... il faut distinguer la phase aiguë, et certainement en ce moment il y a une crise sécuritaire qui est très 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 aiguë, mais elle ne date pas de quelques mois. Hein. C'est pas depuis même l'assassinat du président Moïse, c'est de bien avant. Et les millions, on ne sait pas très bien, mais entre 1,5 et 3 millions d'Haïtiens qui constitueraient sa diaspora à l'international, ils sont pas partis soudainement au cours des dernières semaines. Donc, il y a vraiment ici, il faut élargir notre focale, regarder sur le long terme, et il y a un état de crise en Haïti qui est là depuis des décennies. Et je pense que ça, c'est un point important. Ça, c'était un petit peu, j'ai envie de dire, le premier point pour essayer de déconstruire ce terme-là de crise. Il cache beaucoup de choses, ce terme-là. Hein, et il est aussi manipulé par des personnes qui ont
un agenda, qui ont des intérêts à ce qu'il y ait une intervention, par exemple, ou à avoir des fonds supplémentaires en Haïti. Donc il faut regarder ça avec beaucoup de nuances. Deuxièmement, ce terme de crise, une crise en Haïti, c'est une crise qui est en fait le reflet d'un interventionnisme depuis des décennies, voire depuis même au-delà. Donc, c'est pas un problème haïtio-haïtien, c'est le reflet de nos interventions. Évidemment, il faut de nouveau aller dans la nuance, et je veux pas ici tomber un petit peu dans une vision manichéenne, où le bien est là, le mal est là. Non, mais il faut se rendre compte qu'on ne peut pas comprendre l'état actuel de la crise haïtienne sans voir comment est-ce qu'on a contribué à cette crise-là. Et ça s'est fait au fil des décennies d'intervention, que ce soit des interventions militaires directes, qui ont contribué à réécrire la constitution haïtienne, qui ont contribué à remettre et à enlever des présidents au gré des politiques étrangères et des intérêts, et à favoriser un contexte social, économique, légal, qui est propice à, je dirais, à une vague un petit peu néolibérale, à ce que des entreprises étrangères ou des banques puissent venir prendre le contrôle un petit peu de l'économie et capturer, pour finir, à la fois les richesses, mais aussi la population. Et c'est dans en essayant de comprendre ça qu'on voit très bien le rôle aujourd'hui d'une élite très étroitement liée à des gangs et des groupes criminalisés, qui sont en fait la courroie de transmission entre des politiques étrangères et des intérêts bien présents sur le terrain. Donc il faut vraiment essayer de voir Haïti, la crise haïtienne, comme notre échec. Et l'échec, c'est une question qui est beaucoup plus complexe, qui est beaucoup moins confortable, beaucoup moins rassurante, de concevoir ça non pas comme un problème haïtien, mais comme notre problème à nous tous, et comment est-ce que nos politiques, nos interventions, que ce soit sur la scène internationale ou des interventions directes, des interventions multilatérales, des interventions de tout genre, ont contribué, ont façonné cette crise-là. Ok. Donc, je vais commencer par remettre en question le fait que je sois une experte de la crise en Haïti, parce que non. Donc, je vais juste apporter ma perspective personnelle de quelqu'un qui a grandi en Haïti, qui a travaillé en Haïti, sur la crise et la situation actuelle. Donc, je vais commencer par dire que la question de Pierre sur qu'est-ce qu'on ne dit pas assez sur Haïti, moi, je vais retourner la question et demander c'est qui on. Quand on parle on parle d'Haïti, on utilise toujours les mêmes clichés, les mêmes mots et puis les mêmes lieux communs. Est-ce qu'on parle de la communauté internationale qui parle sur Haïti ou est-ce qu'on parle d'Haïtiens qui parlent d'Haïti, qui parlent de la crise en Haïti? Parce que je ne pense pas que la solution à la crise aiguë ou la crise chronique auquel on fait face maintenant dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, la solution ne va pas venir de Montréal, je pense. Donc, il faut se questionner sur les canaux d'information ou les personnes qu'on écoute quand on traite de la question haïtienne. Et je pense que la priorité devrait être d'être à l'écoute des gens qui vivent la situation à Port-au-Prince et de voir ce que eux ils pensent, ce que sont leurs besoins à eux et quelles sont les perspectives pour les sortir de la crise. Parce qu'au final, c'est eux qui subiront les conséquences de toute décision, de toute action ou toute inaction de la communauté internationale. Donc, il faut peut-être repenser au discours et aux personnes qu'on écoute lorsqu'on parle de la crise en Haïti. Il y a un rapport des Nations Unies qui est sorti il y a quelques semaines qui examine un peu les éléments historiques et les facteurs un peu structurels qui ont mené à la dégradation de la situation de sécurité en Haïti. Et plusieurs personnes qui lisent le rapport se sont dit « mais on sait ça déjà ». Bon, je parle de la communauté haïtienne. Donc, ça n'a apporté rien de nouveau parce qu'il y a des conversations qui ont lieu depuis
plusieurs décennies qui disent un peu la même chose. On sait un peu comment le système de gang et la symbiose qu'il y a entre le régime politique et les oligarques et les gangs et la police nationale. Ça, c'est quelque chose que tout le monde à Port-au-Prince sait et on en parle tout le temps. Mais est-ce que la communauté internationale est à l'écoute? Et est-ce que la communauté internationale sait vers qui se tourner pour traiter de ces questions-là? Ça, ce serait la question que je poserais. Donc, Thomas a aussi mentionné le fait la communauté internationale n'est pas innocente dans la dégradation de la situation et que beaucoup de personnes considèrent même que la descente aux enfers maintenant des 2 dernières années découle en partie d'un embargo qui avait été mis en place sur Haïti en 1993 et qui a contribué à une crise sociale et à l'augmentation de la pauvreté et à l'établissement de la contrebande dans le paysage haïtien, etc. Et qui ensuite a donné suite à d'autres interventions directes des Nations Unies en 2004, en 2007, en 2019. Donc tout ça, c'est dans des chaînes d'événements sur le long terme qu'il faut examiner avec une perspective plus historique, avec une perspective d'ensemble sur pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Donc, qu'est-ce qu'on ne dit pas assez sur Haïti? Je pense qu'on ne devrait pas en dire trop et qu'on devrait plus être à l'écoute des gens. Et que le rôle des personnes dans les positions privilégiées qu'on a ici, ce serait peut-être de réfléchir à comment est-ce qu'on met en place des canaux, des chaînes de communication plus efficaces et comment est-ce qu'on communique avec les personnes sur le terrain qui vivent la situation de manière plus intentionnelle pour aboutir à des solutions. Oui. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Voltaire. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Moi, mon intervention se situe sur un autre plan. D'abord, je dirais, c'est une intervention, mon intervention se base sur le passé et le présent. C'est-à-dire, on ne peut comprendre le présent que dans le cadre d'une perspective historique, à mon avis. Et je dirais, Haïti, comme titre de mon intervention, n'est pas une île. C'est-à-dire, vouloir comprendre Haïti hors du monde, c'est ignorer cette histoire. C'est certes une histoire tragique. Et je commencerai par mon premier point, mais très rapidement. Ça veut dire les gens seront intéressés, puisqu'il n'y a pas d'assimile de la pensée, ceux qui s'intéressent à Haïti, à aller consulter les livres, à aller travailler sur ce domaine-là. Je dirais que le premier point est très tragique. C'est ce que j'appellerais la mondialisation ibérique. C'est-à-dire, nous entrons dans un monde en 1492 avec la conquête de l'île, plus certainement au-delà du voyage d'exploration de Christophe Colomb, en 1497 avec la volonté d'établir autour de cette île une colonie hispanique autour de l'or. C'est les premières tentatives et qui durent, je dirais, jusqu'à la conquête du Mexique, essentiellement. Or, que signifie tout cela? D'abord, le dépeuplement. Nous savons tous, enfin, ceux qui s'intéressent à cette question, que la population de l'île, c'est-à-dire les populations taïno, des Premières Nations, c'est aux alentours d'1 million de personnes, même avec les données faites par Las Casas à l'époque. Or, dès 1550, c'est-à-dire moins de pratiquement 50 ans après les débuts de la conquête, il y a effondrement démographique. C'est-à-dire il ne restait que 50 000 personnes qui vont au fur et à mesure disparaître. Donc on a un premier effondrement démographique, mais aussi on a des transformations au niveau environnemental, parce que l'introduction du gros bétail, l'introduction donc des animaux vont transformer le paysage. Beaucoup de gens ignorent que, par exemple, les chevaux de la conquête en Amérique ne viennent pas d'Europe. Bon, ça c'est des raisons techniques, les chevaux voyagent très difficilement, il va falloir... Donc ce sont des chevaux qui viennent des premiers établissements. Que le cycle de l'or antillais, auquel va succéder les cycles d'argent, vont alimenter, je dirais, le développement européen, parce que l'or espagnol, et il y a eu beaucoup d'études sur ce terrain, notamment celle de Pierre Chonu en France. Bon, bref, il y a effondrement de la population. Deuxième élément, 1605. 1605, pourquoi? Parce que
le président de l'Audiencia, donc de l'audience de Saint-Domingue, détermine que, puisqu'il y a des prédateurs nouveaux qui viennent prélever sur les autres prédateurs, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'ère de la piraterie, où pirates français, anglais, liés aussi à un conflit religieux. Les premiers pirates français sont essentiellement définis par l'Église catholique comme des hérétiques. C'est des protestants français qui fuient la France et qui se retrouvent dans un système de prédation. Donc on a un système qui remplace les premières tentatives de colonisation espagnole, que ce soit après la canne à sucre qui est introduite et qui sera réintroduite plus tard. Donc on a une décision du gouvernement espagnol de l'époque qui dit qu'il faut dépeupler cette partie qui deviendra Haïti. Ça s'appelle la dévastation, les dévastations. On fait évacuer toutes les petites villes, tous les villages occupés pendant cette époque. Et donc Haïti est dévasté, on brûle tout, parce que l'Espagne se trouve dans la situation de ne pas pouvoir contrôler l'essentiel de cette partie qui deviendra Haïti. Donc on va faire évacuer toute cette partie. C'est-à-dire, et sur ce vide vont s'établir des boucaniers français et qui, le bétail va se développer puisqu'il n'y a pas de prédateurs naturels. Donc on a une économie de prédation autour du gros bétail, c'est-à-dire bœuf, et autour du petit bétail, c'est-à-dire les cochons, parce que effectivement, pour l'alimentation, la conservation des flottes, il y a la nécessité, on oublie tout ça, que le cuir joue un rôle essentiel pour le maintien des bateaux. Donc on a un système où vivent plus ou moins 6000 personnes. Certainement, il y a quelques réfugiés dans les résistants espagnols qui se situent autour de la frontière. C'est ce qu'on a appelé les maniels qui vont exister jusqu'à la révolution haïtienne. Donc on a autour de cela. Mais ces établissements français, on le voit, subissent de temps en temps une incursion espagnole parce que dans le système international de l'époque, on ne reconnaît pas la légitimité de l'occupation de ce territoire par les Français. Donc, on a un phénomène nouveau, 1697, c'est ce qu'on a appelé le traité de Ryswick, c'est-à-dire des accords entre la France et l'Espagne qui vont faire que l'Espagne donne cette partie à Saint-Domingue français qui devient une colonie française. Troisième élément, je dirais, c'est ce qu'on a appelé dans l'historiographie essentiellement haïtienne et française, la révolution de la canne. C'est-à-dire l'introduction de la canne parce que le sucre passe d'une production qui était liée à la pharmacopée à une production qui est liée à la confiserie. Donc, dans cette révolution, le sucre joue un peu le rôle du pétrole aujourd'hui. Et donc, la France va développer entre 1697 et 1791, on peut l'étendre jusqu'à 1804, c'est-à-dire date de l'indépendance d'Haïti, un système colonial basé sur l'existence de près de 9000 plantations et alimenté par la traite négrière pour le travail. Donc on voit se développer, et je schématise, une économie autour de la plantation. Alors, vous savez, quand en Nouvelle-France, il y a 60 000 personnes, en Haïti, au moment de la crise de ce système, on a 600 000 esclaves. Donc, regardez simplement les proportions sur 21 000 km². Donc, on voit très bien un des problèmes auxquels sera confronté les nouveaux dirigeants après la révolution haïtienne. Donc, pendant cette époque, à côté du sucre, donc, se développe aussi une économie complémentaire sur le café. Le café, c'est le Piémont. Donc, c'est-à-dire, on est à 900 mètres d'altitude, qui vient en complément de l'industrie du sucre, sans compter l'indigo qui était là bien avant, le tabac. Donc, on voit une économie coloniale très forte, et c'est de là le terme que beaucoup de gens utilisent, la perle des Antilles, parce qu'effectivement, la moitié du commerce français se fait entre Haïti et la France, parce que l'exportation par la France du sucre vers essentiellement les pays de la Baltique fait que ces exportations viennent équilibrer la balance des paiements français. Bon, dans cette conjoncture, en 1791, on a ce soulèvement des esclaves, notamment qui commence dans la partie nord, qui va s'étendre dans le reste de la colonie, et
effectivement, la révolution haïtienne devient une des 3 grandes révolutions du XVIIIe siècle, c'est-à-dire la révolution américaine qui est essentiellement une révolution politique, la révolution française et surtout la révolution haïtienne qui pose la question d'un système millénaire de domination de l'homme par l'homme, qui pose la question d'une révolte générale et où, en 1793, face aux tentatives, c'est la dernière tentative des colons de reprendre le pouvoir, Sontonac, le commissaire français, proclame la liberté générale. Mais la liberté générale pose aussi la question des formes économiques à mettre en place. Donc on a un débat autour de cette question. Donc la révolution haïtienne sera une révolution globale parce qu'elle met en question ce mode de domination. Mais cela est contesté par l'ensemble des puissances coloniales. N'oublions pas qu'Haïti, comme je dis, n'est pas... Haïti est dans le monde. Il y a l'Espagne qui continue avec son économie de plantation sucrière qui va durer jusqu'en 1888. Il y a le Brésil avec le Portugal, il y a les États-Unis, il y a la Hollande, il y a l'Angleterre qui est à côté de la Jamaïque. Et il y a aussi même des pays auxquels vous ne pensez pas, le Danemark, qui participe à cela, et même plus tard la Suède, qui a à Saint-Barthélemy, qui a obtenu de la France un espace. Donc, cette question la révolution haïtienne remet en cause tout l'ensemble du monde occidental. Et effectivement, on comprend alors pourquoi cette hostilité profonde et pourquoi même aux États-Unis va se développer une réflexion sur Haïti. Il y a 3 pays sur lesquels on peut retrouver, je dirais, des documents qui vont du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, 3 pays des Amériques, sur lesquels il y a une réflexion profonde aux États-Unis. Haïti, le Cuba et le Mexique. Alors les 3 pays, vous savez, c'est-à-dire le Mexique a perdu le tiers de son territoire, Cuba sera un objet d'embargo depuis 59, plutôt 60, et Haïti. Bon, alors on voit qu'il y a une réflexion autour de ça. 3e point, le 19e, la révolution haïtienne entraîne un effondrement massif à la fois des infrastructures créées durant l'époque coloniale, c'est-à-dire pour prendre un exemple, d'Haïti aussi découle l'abandon par la France de son projet d'une Amérique française, puisque l'on signe ce traité avec Jefferson, qui signifie l'abandon de la Louisiane. D'ailleurs, Napoléon, dans ses mémoires, dira que c'est la plus grande erreur de sa vie, à côté de la campagne de Russie, évidemment, qu'il aurait dû s'appuyer sur les troupes de Toussaint Louverture pour pouvoir maintenir une Amérique française. Donc on ne va pas rentrer dans ce débat maintenant. Et je dirais que le 19e siècle haïtien abandonne la culture du sucre. La culture de la canne suppose énormément de capitaux. Et il y a des changements technologiques qui font que la production va se faire autour du café. Et là se situe, je dirais, ce qu'on peut appeler que le paysan haïtien, qui est le producteur qui émerge de cette révolution, produit du café comme l'abeille produit du miel. C'est-à-dire, il y a toute une couche intermédiaire qu'on appelle en Haïti, le nom est révélateur, des spéculateurs, il y a quelques maisons d'exportation, et le marché est essentiellement ce marché qui va s'orienter vers le Havre, vers Hambourg. Donc on voit l'arrivée de maisons commerciales européennes et qui s'installent en Haïti. Les États-Unis, à ce moment-là, regardez que la première constitution haïtienne, après celle de Toussaint Louverture en 1801, c'est la constitution de Dessalines en 1805. Alors je ne fais pas une histoire politique, mais ce qui m'a frappé, c'est que il y a un journal au Québec qui s'appelle The Quebec Mirror, et elle a traduit intégralement cette constitution haïtienne. Il y a des traductions qu'on voit aux États-Unis, ce qui veut dire l'importance de cette colonie dans laquelle on se définit. Le Nord veut maintenir les relations commerciales, alors que le Sud ostracise Haïti, puisque le Sud est une économie de plantation esclave. Et finalement, on voit la paysannerie haïtienne va coloniser tous les piémonts, et dès la fin du siècle, et surtout au début du XXe siècle, il y a déjà une crise, à la fois une crise de la propriété, à la fois un surplus de population, crise démographique, qui font que se pose la question de l'immigration.
Or, 1915, à mon avis, c'est là que se termine le 19e siècle haïtien. 1915, c'est l'intervention américaine qui obéit à plusieurs objectifs stratégiques, protection du canal de Panama qui entre en opération en 1904. 1915, c'est la guerre européenne qui va devenir une guerre mondiale, mais essentiellement les puissances européennes ne peuvent plus intervenir dans les Amériques. Déjà dès 1905, ce qu'on appelle la British West Indies Fleet, la flotte britannique, abandonne. Et dès 1898, les États-Unis, à mon avis, sont devenus un empire tout en maintenant les institutions républicaines. C'est un peu le passage comme Auguste dans l'Empire romain, c'est-à-dire il maintient les institutions apparentes, le Sénat, mais les États-Unis deviennent une puissance impériale. Ils vont occuper Porto Rico, qui devient le centre du dispositif militaire et naval américain. Ils occupent Cuba, mais ils doivent négocier, parce qu'à Cuba, il y a une guerre de libération avec laquelle ils devraient négocier. Et 1915, ils vont occuper Haïti. Alors cette occupation a, je dirais, pour trois finalités. 1915, c'est aussi, il faut éliminer le commerce allemand qui était prédominant en Haïti. Et c'est l'Allemagne qui est visée. Deuxièmement, il y a une visée militaire, c'est-à-dire en Haïti, il y avait un port en eau profonde, mais dès 1898, avec la cession de Guantanamo, il n'y a plus de nécessité que le Mole Saint-Nicolas devienne un centre militaire américain et naval. Mais là, ils ne veulent pas non plus que les Allemands, qui ont développé les sous-marins comme armes navales, puissent avoir un port en Haïti. Et donc, en 1915, les Américains interviennent, donc, mais leur principal motif économique, ce n'est pas l'investissement en Haïti. Il y aura certes des investissements en Haïti, les Asian Sugar Company, mais c'est la seule intervention qu'ils feront majeure. Alors que la question, c'est qu'on a une économie paysanne où il y a ce qu'on peut penser comme une main-d'œuvre disponible, et l'intérêt, c'est d'envoyer les travailleurs haïtiens, et de là naît ce qu'on peut appeler une diaspora haïtienne, les travailleurs haïtiens vers les plantations américaines de Cuba et de la République dominicaine. Dans une population de moins de 2 millions d'habitants, il y aura 350 000 Haïtiens, paysans, à partir vers Cuba. Évidemment, on peut, pour ceux qui sont intéressés, revoir tout ça, mais il y a surtout tous ceux qui vont en République dominicaine, dans les plantations américaines. Là, on ne peut pas, on n'a pas de chiffre exact, mais on dira qu'en 1937, face à la crise du sucre, il y aura deux attitudes. Cuba déportera les paysans haïtiens vers Haïti, mais en République dominicaine, il y aura ce fameux massacre orchestré par Trujillo. Alors, on a donc cette occupation américaine, elle met en place des institutions nouvelles, elle dissout l'armée, l'ancienne armée haïtienne, elle crée une garde nationale. Or, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la crise de cet État. C'est-à-dire cet État mis en place dès 1915, voilà, sera maintenu par la dictature des Duvalier, c'est quand même près de 30 ans, et de cette crise naît effectivement une crise institutionnelle, la dilution de l'appareil mis en place, de l'armée, de système de justice, en fait tout l'appareil qui a commencé à se détruire ou à être détruit. On avait tenté, et je vais finir sur ça, on avait tenté dans les années 70 avec l'arrivée du fils Duvalier au pouvoir de relancer des bases d'accumulation différentes en Haïti avec l'industrie d'assemblage. On vient de publier d'ailleurs une étude sur cette industrie d'assemblage. Cette industrie rentre en crise aussi. Ma collègue tout à l'heure a souligné la question de l'embargo. C'est une question sur laquelle on devrait voir les effets. C'est-à-dire l'effondrement de l'industrie d'assemblage avec l'embargo mis en place, qui fait que Haïti, à partir de là, il va y avoir des frictions, et c'est la République dominicaine qui devient le relais dans la Caraïbe, puisque c'est là que Haïti devient presque une dépendance économique de la République dominicaine. Il n'y a pas d'investissement majeur en Haïti de capitaux étrangers. Ce sont des industries de services qui restent là, mais il n'y a pas d'investissement majeur en Haïti. Si on compare à la République dominicaine, où on parle de milliards de dollars d'investissement, en Haïti, il n'y a pas d'investissement majeur du capital. Haïti, ça va s'accélérer. Sous Duvalier, il y aura cette émigration politique, il y aura appelé l'émigration économique, qui se traduit encore aujourd'hui. C'est-à-dire 27 000 Haïtiens sont partis
dans ces derniers jours vers le Nicaragua. Pas pour travailler au Nicaragua, pour essayer de passer la frontière pour rentrer aux États-Unis. Éventuellement, quelques-uns finiront ici s'ils arrivent à passer la frontière. Et finalement aussi, on découvre qu'il y a 17 000 Haïtiens actuellement en Turquie, parce qu'ils n'ont pas besoin de visa pour rentrer. Certainement, ce n'est pas pour aller travailler à Ankara, c'est possiblement pour essayer de passer vers la frontière européenne. Donc, on a ce que j'appellerais la mondialisation par la migration. Et ça commence avec l'occupation américaine et va s'accélérer. Et finalement, il y a quelques années, j'ai fait traduire un livre d'un économiste américain qui s'appelait George DeWin. Le livre s'appelait Aiding as Migration, c'est-à-dire l'aide internationale comme facteur de migration. Parce qu'on a décidé à un moment donné, c'est l'aide internationale qu'Haïti relevait de l'humanitaire. Et donc, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas une aide à une réorganisation de l'État de 86 à nos jours. Il y a surtout le fait que, et ça on peut faire toutes les comparaisons, c'est-à-dire on voit Haïti comme un pays de réfugiés qu'il faut alimenter et essayer de contrôler la migration. Voilà un peu, maintenant on en parlera après dans un deuxième tour peut-être des défis auxquels sont confrontés Haïti. Moi j'ai voulu faire ce tour historique pour comprendre que les défis auxquels Haïti est confronté aujourd'hui remontent à très loin. Merci beaucoup. C'est toujours, ça me brise toujours le cœur d'avoir à dire à M. Voltaire, on doit continuer à penser une chose parce que je pourrais l'écouter. C'est une encyclopédie vivante et il ne nous a même pas parlé de tout le travail qui se passe en ce moment au syndicat. Par contre, étant donné que je sais qu'il y a des gens qui ont des cours, on va passer à la période des questions. S'il y a des gens qui doivent se déplacer pour un cours à 12h30, ce serait un bon moment pour le faire. Et sinon, on va prendre les questions, s'il vous plaît, en groupe de 3. Et comme un prédécesseur avait dit à l'activité à lundi, on est plus intéressé en ce moment par vos questions que vos commentaires. Par contre, vos commentaires pourront faire partie de la discussion par la suite. Alors, commençons en remerciant nos intervenants. Merci beaucoup. Voilà. Et si, quand vous posez votre question, vous pouvez simplement vous présenter brièvement. Oui. Oui, bonjour, mon nom est Peggy. Donc, en fait, ma question, c'est par rapport à l'intervention prochaine des forces kenyennes en Haïti. Vous mentionnez tantôt que souvent on n'écoutait pas les Haïtiens. Je sais qu'il y a une certaine élite qui a réclamé cette intervention, mais est-ce que ce sera fait vraiment en coopération avec la société civile? Est-ce que les besoins du peuple vont être pris en compte? Est-ce que d'après vous, on va écouter les Haïtiens durant la période qui va suivre? Et est-ce qu'il y aurait des réels changements qui vont émaner? Parfait. OK. Une deuxième question? Oui. Ma question, c'est, premièrement, Rigueur-Antoine, intervenant du milieu communautaire, principalement dans l'Est de Montréal, avec la jeunesse. La dernière année, j'ai fait à l'intérieur de mon organisme plusieurs postes qui m'ont permis de me poser des questions sur la communauté haïtienne. Et comme je ne vois pas vraiment de développement dans l'actualité, je me suis dit, je vais participer à cette activité-là pour voir qu'est-ce que l'élite intellectuelle pense de cette situation. Ma question, c'est que présentement, on reçoit déjà, on a déjà l'impact de cette crise en Haïti au niveau du Québec. Nous, dans nos bureaux, on reçoit des familles qui, selon la loi québécoise, dès qu'une personne est née au Québec, si elle est en âge d'aller à l'école, l'enfant doit aller à l'école, donc ces enfants-là se ramassent à l'école. Les écoles n'ont pas la capacité d'accueillir ces nouveaux Haïtiens-là, font référence aux communautaires, donc aux gens de la communauté haïtienne. Comme M. Waters vous avez mentionné, c'est une crise qui date depuis longtemps. On a affaire avec des Haïtiens qui ne parlent pas créole, qui parlent anglais, qui parlent portugais, qui parlent... Pour nous, là, on nous amène ces jeunes-là, oui, c'est des Haïtiens, mais c'est des Haïtiens qui imitent, qui viennent de partout à travers les autres pays de l'Amérique. Puis ma question, c'est,
Moi, je vois ma période à moi, des 25 dernières années, du travail qu'on a fait auprès des jeunes qui, malgré qu'ils étaient dans des bonnes familles, ont préféré la voie de la criminalité. Est-ce que le Québec est très conscient que les nouveaux arrivants qui arrivent présentement, s'ils ne sont pas intégrés, ça va vous donner des problèmes de gangs de Russes, des problèmes de... Un peu ce qu'on vit en Haïti, là. Nous, on le voit, ces jeunes-là mal intégrés, on voit que ça va donner dans les 25 prochaines années. Donc, est-ce que il y a une façon de mobiliser ceux qui peuvent réellement faire le changement? Je suis content d'être là aujourd'hui, mais en même temps, la situation haïtienne est discutée à l'ONU, il y a des résolutions qui seront sur le dos d'Haïti, alors que nous, on sait que c'est pas ici que ça va se régler. Donc, ils sont où les ténors de la communauté qui peuvent justement, ou bien des amis des Haïtiens qui peuvent avoir une parole sur la place publique justement pour dire que assez c'est assez, puis on voudrait avoir vraiment des changements au niveau d'Haïti. Parce que ça va avoir un impact au niveau international, comme M. vient de le dire. Merci beaucoup. Il y a une troisième question. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis martiniquais, je suis consultant en organisation d'entreprise. Et je me demande, est-ce que la Martinique ou les Antilles françaises ont un rôle à jouer dans cette crise haïtienne? Est-ce qu'il y a une coopération à avoir, sachant qu'on a quand même un passé commun assez fort, assez relié? Donc j'aimerais avoir l'avis des experts là-dessus. Parfait. OK. Alors, qui aimerait aborder cette première question par rapport à la coopération à venir pour 2024 avec le Kenya? Bon, je pourrais me lancer. Bon, d'abord, il faut dire que pour contextualiser cette question de la venue éventuelle, possible, probable des Kenyans en janvier 2024, si je comprends bien, d'après la résolution des Nations Unies, en fait, c'est parti d'une demande d'un gouvernement illégal qui est en place, qui demandait aux États-Unis de venir résoudre la problématique de l'insécurité à l'intérieur du pays. Alors, déjà, ça part mal. Parce qu'on a un gouvernement inconstitutionnel, illégal, qui ne peut pas prendre cette responsabilité au nom de la population haïtienne, d'une part. Bon, maintenant, deuxième chose que je dois souligner, il y a eu 2 enquêtes, si je ne m'abuse, le dernier que je pense qu'il vient de sortir, qui dit, le premier disait qu'il y a 80% des Haïtiens qui veulent de cette force-là. L'autre enquête qui vient de sortir dit à 70%. Bon, d'abord, on pourrait déjà se questionner. L'échantillon est de 1547. Je me rappelle du chiffre parce que on parle de plusieurs millions d'Haïtiens. Donc, 1547, on dit, 70% de ces personnes-là ont dit qu'ils veulent que la force kenyenne dans l'occupation. Donc, ça peut pas, à mon avis, puis on peut se questionner, on ne sait pas comment l'enquête a été faite, c'est quoi, machin. Donc, il y a plusieurs questions par rapport à ces enquêtes-là. Bon, bref, ça c'est une question. Mais par contre, on peut se dire, la question de l'insécurité, la façon que c'est exacerbé, la façon que ça affecte la majorité de la population haïtienne, ce serait même pas étonnant que les gens disent qu'on veuille avoir une solution à cette question, on peut pas dire crise, à cette question d'insécurité. Donc, et c'est compréhensible. Et je pense qu'on a amené on met la population haïtienne à genoux, pratiquement pour l'amener à venir dire qu'on veut cette occupation. Donc, mais on le sait très bien. Historiquement, je ne veux pas, François a déjà, Monsieur Voltaire a déjà fait tout un portrait sur ce que nous a amené l'occupation. Donc, dans l'imaginaire collectif, dans la réalité concrète de notre vie, on sait ce que nous a toujours amené l'occupation. Que ce soit dans l'occupation formelle américaine, mais que ce soit les 40 ans. En fait, c'était pas l'occupation déguisée de MINUSTA, MINUIA, mini-juge, je sais plus ça. Pendant 40 ans, on a déjà eu des forces dites de stabilisation, de je sais pas quoi. Et ça n'a rien réglé du problème d'insécurité. Au contraire, ça nous a amené le choléra, ça nous a amené le viol de nos femmes, ça nous a amené un tas d'enfants sans papa. Donc, c'est ce que ça nous a amené, ces forces-là. Donc, c'est clair que la population haïtienne, dans aucune façon, sait que il va venir rien régler et c'est que cette nouvelle forme d'occupation. Et d'ailleurs,
qu'on a été chercher un pays africain aussi, de mon point de vue, et ça c'est moi, je pense qu'il y a quelque chose presque de racisme là-dedans. C'est-à-dire qu'on va chercher un noir, donc on va applaudir parce que c'est des noirs, donc alors c'est faire fi justement de ce que je disais avant, la question des intérêts. Mais le Kenya avec qui la Haïti n'a aucune relation, en fait c'est au mois de septembre, là, que viennent de signer, le Kenya n'avait jamais eu de représentation en Haïti. Jusqu'au mois de septembre 2023. Donc, il n'y avait eu aucune relation entre ces deux pays-là. Alors, sur quelle base ces gens-là vont venir en Haïti, qui ne savent rien d'Haïti, un millier de policiers qui va venir et qui va résoudre un problème chronique, un problème devenu très grave, et qui, sans aucune connaissance, en tout cas, bref, je m'arrête là-dessus, mais je pense pas que de manière rationnelle, si on regarde la chose de façon bien claire, que cette force-là va pouvoir régler la question de sécurité. Je voudrais en complément signaler 3 choses. À mon avis, il faut bien comprendre que la question d'intervention est une question géopolitique qui ne dépend ni des Haïtiens et qui ne dépend même pas des Kenyans. C'est-à-dire, le Kenya n'a aucun moyen logistique d'opérer une intervention en Haïti. Ce qui supposerait des moyens logistiques, non seulement des ressources économiques, mais des ressources de transport. Vous savez, il faut transporter 1000 hommes. Il faut assurer, n'est-ce pas, la logistique d'approvisionnement. Même des pays moyens comme le Brésil, qui sont dans le continent, lors des interventions de la MINUSTAH, ont eu des difficultés parce qu'il faut acheminer, n'est-ce pas, des équipements, il faut mettre en place, parce qu'on est dans un milieu urbain où il y a des groupes armés. Et à mon avis, c'est-à-dire, en fait, les États-Unis qui sont embarqués dans d'autres types de projets, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, vont instrumentaliser, d'ailleurs, c'est des accords qu'ils ont fait avec le Kenya et certains pays de la CARICOM qui, eux, ont d'autres préoccupations tout aussi bien. Bon, cette question va être, à mon avis, les gens ne viennent pas pour résoudre des problèmes haïtiens, ni pour aider à reconstruire ce qu'il faudrait, peut-être un État haïtien. Ce qu'ils viennent faire, ça va être de maintenir une forme de statu quo. C'est-à-dire, comme pour la topographie de Port-au-Prince, allez sur Google, vous verrez comment est établie la ville, et c'est pourquoi vous avez cette prolifération de gangs à Port-au-Prince, et non pas dans les autres villes de province en Haïti. Quoique, ça commence. Donc oui, mais c'est pas la même chose. C'est différent parce que la topographie de Port-au-Prince permet à des gangs d'opérer, de contrôler ce qu'un géographe appelait l'espace des cités. C'est-à-dire, Port-au-Prince, par sa forme même, est un problème. Donc, vous aurez, à mon avis, des formes d'intervention qui permettent de sécuriser le port, de sécuriser l'aéroport, de sécuriser les grands axes de communication et un centre. Donc voilà, à mon avis, ce qui est dessiné comme tel. Est-ce que ça marchera? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais vous n'allez pas résoudre les problèmes haïtiens. Seuls les Haïtiens peuvent résoudre leurs problèmes. Deuxièmement, pour passer vite, puisqu'il y a d'autres gens, sur la question de la Martinique. Il y a eu des ententes faites avec des municipalités en Martinique, mais ce sont la Martinique, même si aujourd'hui, depuis Mitterrand, les mairies ou les conseils régionaux disposent de quelques ressources, c'est des ressources qui sont relativement faibles. C'est-à-dire, si on parle d'intervention en Martinique, on parle de peut-être d'aider tel organisme. Je sais que des bibliothèques ont été aidées, mais ce sont des aides très limitées. Maintenant, la question qui nous touche tous ici aussi, c'est la question des migrants, pour te répondre à toi, c'est la question des migrants qui sont venus. Les migrants sont venus parce que pendant très longtemps, le Canada a été, entre guillemets, à l'abri de migration de réfugiés, parce qu'il n'y a pas de frontières. Aujourd'hui, avec le chemin Oxfam, on a eu une migration qui est une migration, je dirais, de deuxième génération. C'est-à-dire que vous avez eu une migration haïtienne au Chili. Moi, je peux vous dire, quand j'étais au Chili dans les années 68, 73, jusqu'au coup d'État, il n'y avait pas 50 Haïtiens dans tout le Chili. Aujourd'hui, on parle de 50 000 personnes. Bon, on parle aussi de plus de 50 000 au Brésil. Avec les crises qui se sont posées, donc on a une migration qui vient d'Amérique latine,
qui passe par le Darien, c'est-à-dire la jungle du Darien, et qui traverse toute l'Amérique centrale. Regardez, les Américains avaient fait pression sur les pays d'Amérique centrale de retenir les gens. Les gens ont dit, mais on n'est pas fous. C'est-à-dire, qui est-ce qui va... donc, on devrait supporter le problème. Donc, on a laissé les frontières ouvertes jusqu'à Tijuana. Eh bien, on se rend compte aujourd'hui que ces enfants qui viennent, certains ont été scolarisés au Brésil, d'autres au Chili, donc ils n'ont pas été scolarisés nécessairement en Haïti. Non pas qu'ils ne parlent pas créole, ou des fois, comme tu as dû te rendre compte, ils n'ont pas la maîtrise de la langue parce qu'ils n'ont pas été scolarisés ni en français, ni en créole, ni rien du tout. Sinon, en portugais des fois, ou en espagnol dans d'autres cas. Et donc, c'est un problème nouveau. Maintenant, la question, tu parlais de délinquance, il faut peut-être être un peu plus... C'est pas évident, toute cette question. Nous, on vient d'avoir une exposition qui s'appelle Les villes d'à côté. C'est un travail que j'ai fait avec l'Université Laval, avec Francine Saillant, notamment du CELAT. Et qu'est-ce qu'on a observé? On a analysé, c'était jusqu'aux années 2020, 4 quartiers marginalisés. À Montréal-Nord, à Delma 2 en Haïti, à Rocinha, qui est le plus grand bidonville de Rio de Janeiro, c'est-à-dire 150 000 habitants, et à Grigny, qui est en Île-de-France. Et dans les 4 cas, on a donné la parole à ces jeunes des quartiers marginalisés. En France, on parle des territoires perdus de la République, il y a toute une démagogie autour de cela. Et bon, on a vu qu'effectivement, les possibilités de mobilité sociale, et je finis avec ça, sont réduites. C'est-à-dire, la mobilité sociale passe par 3 choses pour ces jeunes des quartiers. Le sport, très peu de gens sont élus. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le sport de haut niveau qui s'est globalisé demande des compétences extrêmes. Bon, il y en a quelques-uns qui échappent. Il y en a qui sont dans le basket aux États-Unis. Il y en a d'autres qui, en Haïti même, qui ont fini dans des équipes professionnelles qui elles-mêmes se sont globalisées. Le sport s'est globalisé tout aussi bien. Et deuxièmement, la musique. La musique qui font que des artistes, enfin, on peut l'étendre aux arts visuels, on peut l'étendre à autre chose, qui font qu'il y a des possibilités que des gens s'en sortent à travers, effectivement, des pratiques artistiques. Et troisièmement, c'est-à-dire, c'est la délinquance. C'est-à-dire, on l'a vu, quand à Grigny, et tu parles en Île-de-France, les conditions matérielles ne sont pas tout à fait les mêmes, entre Delma 2, Grigny, ou même Village de Dieu en Haïti, mais on se retrouve avec les aspirations de ces jeunes, on leur a donné la parole. On vient de terminer l'exposition qui a eu lieu à la bibliothèque Julio Jean-Pierre à Montréal-Nord, qui est un partenaire de notre organisme. Eh bien, on se rend compte que, effectivement, ces paroles des jeunes qui sont exclus, c'est une parole de gens marginalisés. Même en Haïti, on définit que ces gens vivent dans des territoires hors la loi, alors que ce pays vit hors la loi avec un gouvernement qui est à la fois illégitime, sans institution et qui définit les autres comme hors la loi. Mais c'est une question importante et il va falloir que les commissions scolaires, que le gouvernement du Québec mettent en place, je ne sais pas quoi, je ne suis pas au gouvernement, mais tiennent compte de cette réalité. Entièrement d'accord. Non, vas-y. Non, et je voulais rebondir là-dessus Après, parce que... je vais rebondir sur l'affaire des jeunes aussi. on observe vraiment un recul derrière tout ça de la social-démocratie au Québec et ailleurs, dans beaucoup de pays d'Amérique du Nord, d'Europe, etc. Donc, le sous-financement, votre question, elle touche, en fond, au sous-financement chronique des institutions publiques. Et ça se voit de façon, je dirais, encore plus éclatante dans le manque de ressources qui est donné aux acteurs communautaires. Et on demande de plus en plus à des acteurs communautaires de prendre en charge des missions qui autrefois étaient prises en charge par le domaine public, mais après 30 ans de politique vraiment de privatisation et de démantèlement de l'État, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on peut littéralement, on nourrit un feu qui peut exploser. Oui. Donc, j'admire votre intervention aussi parce que vous voyez les visages humains de ces personnes-là.
on a souvent des statistiques, etc., puis on parle du problème en Haïti, de la crise là-bas. Oui, mais regardez comment le miroir nous renvoie cette image-là, et vous voyez ce miroir à tous les jours. Donc, je pense que c'est une autre illustration du fait que on ne peut pas aborder cet enjeu-là, cette crise pseudo-haïtienne, indépendamment de nos propres politiques et de nos propres contextes. Je voulais offrir la parole à Madame Joseph, si vous voulez réagir à une des trois questions, ou les trois, comme vous souhaitez. Peut-être à la première question sur la force kenyane. Je dirais que les avis sont divergents. Il y a beaucoup de gens qui sont très anti-intervention étrangère. Et il y a beaucoup de gens qui vivent à Port-au-Prince, qui vivent dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, qui disent « Moi, je veux juste pouvoir sortir de chez moi et aller travailler. » Donc, par n'importe quel moyen, qu'on puisse me permettre de me sentir en sécurité dans la rue pour me déplacer, pour travailler, pour gagner de l'argent, pour nourrir mes enfants, etc. Donc, ce n'est pas une question qui est figée parce qu'il y a un problème vraiment chronique maintenant d'insécurité. Tu avais dit tout à l'heure, Chantal, que les gens, c'est quelque chose qui circule beaucoup, c'est que l'espérance de vie d'un Haïtien, c'est 24 heures renouvelable. Donc, c'est ça. Il y a un problème quand même auquel il faut s'adresser, mais en même temps, sans oublier que les interventions étrangères contribuent aussi à la dépendance et à la mise sous domination des institutions locales. Donc, le fait d'avoir une solution facile et quick and dirty, OK, on envoie une équipe étrangère pour sécuriser tout ça, ça ne résout pas les problèmes à la source et ça continue à permettre un système où les institutions locales vont s'atrophier et vont demander encore plus d'interventions plus intensives dans l'avenir si on ne s'occupe pas du problème à la source. Donc, j'ai pas la réponse, en gros, je sais pas. Mais... Madame Ismé avait quelque chose à ajouter? Oui, en fait, je vais commencer par les jeunes. Bon, moi, je pense qu'il y a une chose aussi qu'il ne faut pas faire. On ne peut pas comparer ces jeunes qui arrivent ici avec les jeunes qui sont dans les gangs en Haïti. Parce que ces jeunes qui sont dans les gangs en Haïti, moi, je dis toujours que ce sont des jeunes sans espoir, sans opportunité, qui sont instrumentalisés par les personnes au pouvoir, par l'oligarchie et l'élite haïtienne, parce que les armes, les tanks, la façon qu'ils sont armés, ces jeunes de ces quartiers populaires ne pourraient pas s'offrir ce genre d'armes. Okay? Donc, c'est clair que ce sont des personnes qui sont instrumentalisées et qu'on utilise pour justement régler des problèmes de la bourgeoisie, de l'élite, de l'oligarchie, des gens au pouvoir. Et c'est pour ça que ça continue à croître en toute impunité aussi. C'est parce qu'il y a une connivence au niveau étatique, au niveau du gouvernement. Donc, ceci dit, ça c'est une chose. Mais ces jeunes qui arrivent ici aussi, c'est des jeunes sans espoir aussi qui fuient Haïti. Mais ils arrivent ici, ils ont un espoir. Parce qu'ils arrivent dans un pays où, entre guillemets, il y aurait des opportunités. Moi, je pense ce qu'il faut se dire. Et c'est pas vrai que tous les jeunes qui ont vécu ces choses-là vont forcément se tourner vers les gangs, vers la criminalité, vers la délinquance. Mais il y a une part qui revient à la société qui accueille ces jeunes aussi, pour que justement ça n'arrive pas. Parce que les jeunes ici qui arrivent aussi dans les milieux criminalisés, même s'il y a apparemment beaucoup d'opportunités, c'est des jeunes aussi qui n'ont pas trouvé écho à leur espoir, qui n'ont pas trouvé écho à l'opportunité que ces jeunes-là cherchaient. Alors, c'est à nous, en tant que société, de s'assurer, parce qu'on a, contrairement à Haïti, des moyens, des structures pour encadrer ces jeunes et se rappeler que ces jeunes ont vécu aussi beaucoup de traumas avant d'arriver ici. Donc, ce sont des jeunes qui sont fragiles, qui ont connu une certaine fragilité. Donc, d'adresser ces traumas-là et de mettre en place, Fanfan a nommé j'arrive pas à dire Fanfan, la musique, le sport, etc., mais toute autre chose qui peuvent les aider à dépasser ce trauma, à les encadrer. Et en fait, on en a un pays qui a un problème démographique, c'est une richesse, c'est une ressource pour le Québec d'avoir des jeunes qui arrivent, des jeunes qui ont un rêve, qui ont un espoir, qui veulent à tout prix justement ne pas revivre ce qu'ils ont laissé. Alors, si on canalise bien cette force-là qui arrive, au lieu de voir ça comme les futures gangs de rue, mais de voir ça comme des futures personnes qui vont contribuer à l'essor de la société québécoise,
Donc, la façon de regarder le problème, c'est aussi fait partie de la solution. Donc, c'est ce que je parle beaucoup, mais c'est ce que je voulais dire. Et pour finir avec la question kenyane, ben, moi, et comme je l'ai dit tantôt, oui, c'est une question difficile, je l'ai dit. On nous pousse vers ça. Mais concrètement, le Kenya ne pourra pas venir résoudre des enfants là, élaborer le long âge là-dessus. Et il y a des solutions haïtiennes. Et c'est peut-être là qu'on doit finir. Il nous reste le temps pour 2 questions. J'ai vu Madame en premier et Madame en deuxième. Bonjour, je m'appelle, merci pour la conférence. Moi, je m'appelle Rosemary. Je viens du Brésil et moi, l'histoire, comme vous l'avez bien dit, il y a beaucoup d'Haïtiens dans la globalisation, mondialisation d'Haïtiens au Brésil. Ma question, c'est à propos de ces jeunes, pour l'éducation, d'inclure les Haïtiens dans nos sociétés. Au niveau de l'éducation, au Brésil, nous avons une loi comme qui, pour les universités, une partie des candidatures doit être faite par des personnes qui viennent d'Haïti, les Africains ou les Afro-descendants. Ça fait partie de notre miscigenation. Qui doivent entrer à l'université. Ça, c'est pour eux. Il y a beaucoup de batailles, mais la loi, c'est ça. 20% c'est pour ces personnes-là. Alors, ma question, c'est peut-être pour les messieurs. Est-ce qu'au Québec, il y en a des programmes à peu près comme ça pour encadrer ces jeunes qui viennent d'Haïti, parce que là, c'est le problème à l'Haïti qui se parle aujourd'hui, pour encadrer et éviter les choses comme on voit au niveau des communautés, comme le monsieur vient de dire, comme façon parce qu'il y en a aussi au Brésil des Haïtiens qui sont dans les bidonvilles, là on appelle même, il y a un bidonville là qu'on appelle, c'est la faixa de gaz, parce que c'est comme un volcan qui brûle, qu'un jour ça va exploser. Pour éviter tout ça, parce qu'on voit ça, on dit c'est la globalisation, ça, hein, la base. Alors, mais pour être plus, qu'est-ce que ça se fait de concret au Québec quand il prend l'immigration de ces personnes-là pour les encadrer en visant, en sachant qu'au Québec, l'éducation est très, très bien réputée, les écoles, où les jeunes qui viennent en classe d'accueil sont très, très bien reçus, les enfants déjà, et les jeunes, mais en parlant plutôt des enfants, est-ce qu'il y en a un problème au Québec pour, pareil, comme celle que je vous parle du Brésil, pour faire quelque chose de concret, pour au moins essayer de quelques générations, on va avoir la paix. Merci beaucoup. La deuxième question, c'est vous. Oui, alors moi, c'était plus je me présente Linda, je suis responsable de recherche en intelligence artificielle. Et puis, ma question est, depuis 2 ans, Ariel Henry doit monter un gouvernement haïtien. Ça fait depuis 2 ans que ça tarde. On dirait que personne ne veut ce job-là, du président. Mais on dirait que les gens ont peur, je ne sais pas ce qui se passe. Avec le problème de corruption, on dit qu'Haïti, c'est un gros problème de corruption qui gangrène le pays, avec des milliardaires comme Bidjo, qui en quelque sorte tire les ficelles avec l'aide des comités internationaux. Je me demande, on est dans l'urgence, on n'arrête pas de dire on est dans l'urgence, on est dans l'urgence, mais comment faire de sortir de cette impasse-là en ce moment et comment finalement arriver à une solution à moyen terme avec, je peux dire, un État en faillite technique. Alors, ma question est, qu'est-ce qu'il faudrait faire de façon urgente? Parce que là, on sait, il y a des rapports qui sont sortis de l'ONU qui fait l'état des lieux. We all know what it's about. On n'a pas besoin de savoir c'est quoi le problème, on sait c'est quoi le problème. De façon urgente, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
C'est ma question. Une grosse question, désolée. Oui. Question pour 2 heures. Donc, qui rebondit là-dessus en 3 minutes? Moi, je vais me permettre la parole. Je vais commencer avec une réponse. Premièrement, de rester conscient du danger du langage d'urgence et de crise, parce que ça peut permettre toutes sortes de choses. L'autre, c'est de reconnaître tout le travail incroyable qui se fait en Haïti en ce moment, souvent caché par des millions de personnes, que ce soit à travers leurs églises, leurs coopératives, leurs écoles, leurs associations de quartier, leurs associations politiques, etc. Trouver ces groupes-là et les appuyer. Ça, pour moi, c'est une des grandes tragédies dans la situation actuelle, c'est qu'il y a des millions de personnes qui ont des solutions, qui ont la volonté, qui ont le courage et qui ont même les ressources et les moyens. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de défis, mais ils ont la possibilité de faire des choses et ils sont en grande partie invisibles. Et cette invisibilisation, ça fait partie d'un effacement intentionnel des solutions locales. Alors ça prend du temps, ça prend des relations, ça prend des contacts, ça prend de l'énergie, mais ça, c'est ma façon à répondre à ça. Je ne sais pas pour les 2 autres questions, est-ce qu'il y aurait... C'était adressé à pour le Québec. Alors, je vais peut-être essayer de répondre à votre question. Je ne suis pas un expert sur l'éducation, donc je peux difficilement répondre à votre question concernant le système éducatif au primaire, au secondaire. Est-ce qu'il y a des initiatives particulières? Vous avez un peu mentionné tous les enjeux des classes d'accueil, etc. Donc, c'est certainement une priorité. Là où c'est aussi un défi, et je pense qu'il faut élargir votre question, parce que oui, il y a la communauté haïtienne ici, il y a des immigrants, il y a des réfugiés, mais il y a des centaines de milliers d'immigrants chaque année au Canada et plusieurs dizaines de milliers au Québec. Donc, c'est un gros enjeu qui dépasse, j'ai envie de dire, la communauté haïtienne. Est-ce que, peut-être un domaine que je connais un peu plus, l'université, quel est le rôle de l'université? Ça, c'est une question brûlante qui est, en ce moment, une priorité pour les différents cabinets de recteurs des universités. On ne peut plus simplement continuer à réserver l'université pour ceux qui peuvent se le permettre. Et oui, on a un modèle universitaire au Québec qui est assez abordable, mais de moins en moins, premièrement. Et deuxièmement, le assez abordable, c'est suffisant, cette barrière-là, pour empêcher un bon nombre de personnes de même envisager l'université. Donc, c'est un gros débat qui a des dimensions politiques. Je pense que l'université du Québec au XXIe siècle doit affronter ces questions-là de plein fouet. Et je vous le disais, c'est pour la communauté haïtienne et aussi d'autres. Il y a des situations très problématiques. L'accès à l'université pour les communautés autochtones, pour les Premières Nations, je veux dire, on ne peut plus déconsidérer ou ne pas prendre cet enjeu-là comme priorité absolue. Donc, je n'ai pas une réponse claire à votre question, mais vous mettez le doigt sur quelque chose de crucial. Un des plus gros défis, je pense, que l'université, avec le monde universitaire, doit affronter au cours des prochaines années. Quelques dernières réponses, on arrive vraiment à la fin. À Linda, je répondrai sur cette question. À sa question sur l'urgence. Je pense que Pierre Mine a souligné cette question que l'international, et pour dire l'international par rapport à Haïti, tenant compte de la géopolitique, c'est déterminé par des politiques américaines, et ces politiques sont des politiques qui sont liées à la fois, puisque nous sommes à la fin de 2023, à la fois à des échéanciers électoraux, c'est-à-dire, et à la fois aussi, moins à des intérêts à court terme, intérêts économiques. Il faut comprendre qu'il y a aujourd'hui un questionnement sur la capacité des États-Unis à intervenir. C'est-à-dire, dans la mesure où il y a des conflits aujourd'hui, comme les conflits de la Russie et de l'Ukraine,
les conflits entre Israël et le Hamas. Aujourd'hui, des débats sont faits au niveau des stratèges américains. Est-ce que si le conflit s'étendait au Moyen-Orient, est-ce que les États-Unis auraient la capacité d'intervenir sur un troisième front qui serait Taïwan? Parce que toutes les analyses ont été faites sur 2 conflits majeurs. Or, il s'agit de conflits majeurs. Regardez par exemple comment le conflit entre Israël et Hamas a déplacé, non seulement médiatiquement, mais du point de vue de l'approvisionnement, les questions. Bon, on a aujourd'hui des décisions qui sont prises, et ce n'est pas par hasard que les États-Unis ont dû aller chercher, après que le Canada s'est désisté pour conduire cette mission militaire en Haïti, parce qu'elle n'avait pas les moyens de le faire, ni les moyens humains, ni les moyens matériels de monter une opération qui ne serait pas nécessairement une opération approuvée par la population. Donc, on est allé, parce qu'il y a des liens très étroits qui se sont développés avec le Kenya. Pourquoi pas aller, quelqu'un aurait dit, en Afrique de l'Ouest? Parce qu'en Afrique de l'Ouest, ils sont pris avec le conflit djihadiste, le Nigeria est pris avec un conflit avec Boko Haram, et il y a la question des milices en République centrafricaine ou dans le Congo Kinshasa. Donc, les seules forces à laquelle les Américains avaient pensé, c'était le Rwanda. Mais le Rwanda est aussi, dans la zone du Kivu, en conflit avec le Congo. Les pays d'Amérique latine qui confrontent un certain nombre de problèmes, qui ont eu l'expérience de la MINUSTAH, les gouvernements latino-américains se désistent et ne veulent pas être embarqués. On a approché le Brésil. Et le Brésil, Celso Amorim, qui est un des porte-parole au niveau des affaires étrangères du Brésil, on l'a vu, il a dit, pas question pour le Brésil d'intervenir à ce niveau-là. Donc, si vous regardez la carte du monde, il ne reste pas beaucoup de pays où les États-Unis ont développé des rapports très étroits, c'était le Kenya. Mais le Kenya, c'est la main-d'œuvre. Faut pas se leurrer. C'est-à-dire, c'est les États-Unis qui vont décider. Et même encore, on a vu l'opposition kenyane s'opposer à cela, et on attend encore une décision de la Cour suprême, puisqu'on a renvoyé ça au 9 novembre. Certes, le gouvernement kenyan a la majorité au Parlement, et que l'opposition ne pouvait passer que par la Cour suprême, puisque un vote au Parlement aurait été ratifié. Donc, on se rend compte qu'on doit tenir compte des rapports géopolitiques. Le problème, c'est que ça ne va pas résoudre le problème haïtien, et ils ne viennent pas pour résoudre le problème haïtien. C'est-à-dire ce qu'on veut, parce que personne n'est dans le, comme on dit, the nation building. Ce qu'on veut, on est à une autre époque. Ce qu'on veut, c'est stabiliser la question haïtienne pour quelques années, après on verra. Parce que les politiques aujourd'hui ne fonctionnent que dans les très courts termes. Regardez la question aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les interventions, c'est après qu'ils se posent les questions, qu'est-ce qu'on fait après? Mais même quand il y a eu des interventions majeures en Irak, les gens ne se sont jamais posé la question comment résoudre le problème d'après, c'était le problème immédiat. Et on est encore dans ce genre de pensée magique que une intervention va résoudre le problème. Non, il ne résoudra aucun problème. On a eu il y a eu 25 000 troupes américaines en Haïti, il y a eu la MINUSTAH, il y a eu la MINUA, il y a eu la MINIJUS, c'est-à-dire on ne sait plus combien de mini on aura, mais ça n'a résolu aucun problème, parce qu'ils ne sont pas venus pour résoudre le problème haïtien. Peut-être Mme Ismay, pour terminer. Oui. Alors, moi, je m'en vais dans la même lignée que Véna a dit tantôt. Je pense que ça peut se résoudre. La solution, il n'y a pas de solution rapide. Ça d'abord, et nous, les Haïtiens, les Haïtiennes, on est conscients et conscientes qu'il n'y aura pas de solution rapide demain matin. Et comme nous dit, cette crise, elle n'est pas nouvelle, elle est exacerbée. On peut pas c'est pas comme on fait une chirurgie, on résout ça. Donc, ça va prendre du temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des propositions haïtiennes, et c'est de ce dont on ne parle pas, qui ont été mises sur la table. Et je reprends ce qu'a dit Vénas, il faut être à l'écoute de la société civile. Il faut justement faire pression sur côté un peu plus politique, sur vos gouvernements pour écouter les solutions qu'apportent les Haïtiens et les Haïtiennes à travers la société civile. En 2021, il y a eu quand même une recherche de solutions haïtiennes dans un consensus large avec l'accord de Mondana, c'est pas parfait, on peut être critique, il y a des choses à améliorer, mais ça a été un effort qui a été fait où il y avait un consensus large du secteur paysan, des ouvriers, des femmes, des jeunes, des organisations populaires, des partis politiques, progressistes, de gauche comme de droite, tout le monde. Enfin, alors ce qu'on nous demande de nous
en fait, ce qui on branle tout le temps, c'est que les Haïtiens n'arrivent pas à s'entendre. Mais voilà, on s'entend, on a un consensus large, on propose une solution qui n'est pas écoutée. Et cette solution, justement, c'était de faire ce qu'ils appellent la transition de rupture pendant 2 ans, mais rupture avec toutes les pratiques de gabégie administrative, de la mauvaise gouvernance administrative, corruption, etc. Et de prendre le temps d'aller chercher aussi une certaine cohésion sociale en faisant une sorte de référendum national où on prendrait le temps, parce qu'il faut prendre le temps si on veut trouver des solutions durables, de s'entendre, de discuter, de voir maintenant comment on veut cette nouvelle Haïti, comment on veut se projeter dans l'avenir avec Haïti, donner la chance à tout le monde dans la population de parler, de donner leur opinion, et par la suite de pouvoir faire des élections transparentes, sans contrôle externe, parce qu'on nous a tellement imposé de personnes que c'était pas des choix haïtiens. Donc, justement, on pourrait arriver là, des démocratiques, libres, tout ce que vous voulez, transparent, mais surtout sans contrôle externe. Donc, et ça permettrait de repartir sur une base. Et cette question d'insécurité aussi, on n'a pas forcément besoin d'une occupation pour aller résoudre un problème de sécurité dans un pays. Donc, il y a la police nationale, certes, qui a tous ces problèmes, tout ce qu'on sait, qui a une partie qui sont inféodés aux gangs, tout ce qu'on veut, mais il y a quand même des membres de la police nationale qui sont prêts à aider, à participer à un effort pour résoudre ce problème. Donc, pourquoi ne pas les outiller, ne pas les accompagner, leur donner... En fait, Haïti a acheté même des matériels, je pense que c'est des véhicules blindés du Canada, soit on les envoie, c'était défectueux, après 2 jours, ça tombait en panne, soit à date, ils sont pas encore livrés. Alors, outiller la police nationale, donnez-leur la formation et accompagner de la population qui vit en même dans les endroits où vivent ces mêmes gens. Donc, cette question-là peut être résolue. Mais je le dis, si on le résout maintenant et qu'on n'adresse pas les problèmes structurels, dont une innovation économique, création d'emplois, permettre d'avoir accès à l'éducation et en même temps refaire vivre, remettre sur pied les institutions étatiques qui sont totalement déliquescentes. Donc, ça permettrait dans un moyen terme, parce qu'on ne parle pas de court terme, ça ne résoudra pas à court terme, d'arriver à une certaine solution en attendant que le peuple haïtien prenne son destin en main. En fait, c'est ce qui est en train de se faire. Et on n'a pas eu le temps de parler de l'affaire Canal, là, qui est une grosse affaire, et qui démontre qu'en dépit de tout ce qui se passe, le peuple haïtien prend son destin en main, a décidé, malgré qu'on est... c'est très réducteur la façon que je le propose, mais je fais vite. Malgré qu'on dépend presque entièrement de l'avenue de la nourriture de la République dominicaine, du commerce dominicain pour nourrir, etc., décide, même quand les Dominicains veulent ouvrir la frontière, parce que ça a été une punition qu'on ferme la frontière, décide maintenant c'est les Haïtiens qui veulent pas qu'on ouvre la frontière. Et cette affaire de Canal est rendue toute une question qui a permis une certaine cohésion au sein de la société, une question de souveraineté, de dignité, où les autres provinces cotisent pour supporter, même les industries envoient des matériels, et dans la diaspora aussi, qui supportent cette construction de canal. Mais pourquoi aussi? C'est parce qu'ils se rendent compte qu'on a besoin d'irriguer les plaines pour justement qu'on puisse sortir de cette dépendance alimentaire. Et c'est un pas qui est en train d'être suivi dans d'autres endroits dans le pays. Donc, je pense que moi, je vois aussi beaucoup de positifs. On a beaucoup parlé de négatifs, mais je vois beaucoup de positifs parce qu'on a un peuple vaillant, un peuple où les larmes et le rire et la joie côtoient aussi avec la vie, avec la danse, avec le chant. Donc, c'est cette dialectique, cette dualité haïtienne. Moi, j'y crois et je pense qu'il y a espoir. Et on a aussi une population à 50% de moins de 25 ans. Donc, c'est une richesse. Donc, on a un pays qui va être construit. Ça va prendre le temps qu'il faut et il va falloir que nous aussi, les Haïtiens, les Haïtiennes, qu'on prenne notre destin en main et qu'on a besoin de vous comme alliés également.